Mes parents ont refusé d'emmener ma fille aux urgences après qu'elle se soit cassé la jambe. Ils ont dit, on n'a pas le temps. Puis ils l'ont forcée à marcher pendant 3 heures. Quand j'ai appris ça, j'ai fait quelque chose. 4 jours plus tard, ils criaient de panique. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 31 ans, et ma fille Grace est tout pour moi. Elle a 12 ans, des yeux brillants, et c'est la personne la plus gentille que je connaisse. Ma relation avec mes parents, Harold et Martha, et mon frère Jason, est compliquée. Quand j'ai laissé Grace chez eux pour un week-end de conférence, j'avais un mauvais pressentiment. Je n'aurais jamais imaginé que 3 jours plus tard, je serais dans une chambre d'hôpital en train de voir ma fille se remettre d'une opération d'urgence à la jambe. Une jambe cassée sur laquelle ma famille l'avait forcée à marcher pendant 3 heures. Ils ont dit, on n'a pas eu le temps d'aller aux urgences. Avant de continuer cette histoire, vous pouvez me dire depuis où vous lisez. Laissez un commentaire, mettez un like et abonnez-vous pour entendre comment j'ai géré cette trahison impardonnable. Être mère célibataire, ce n'est pas facile. Mais Grace et moi, on avait trouvé notre équilibre. Après mon divorce avec Mark, il y a 5 ans, je me suis concentré à donner à Grace de la stabilité et de l'amour. Le travail de Mark l'a emmené à l'autre bout du pays. Il envoie l'argent pour Grace régulièrement, mais ses visites sont rares. Grace comprend. Elle a toujours été mature pour son âge. Mais j'ai dû travailler 2 fois plus pour combler ce vide. J'ai dû être à la fois sa maman et son papa. Ma relation avec mes propres parents a toujours été tendue. Harold et Martha Wilson vivent dans une belle maison près d'un lac, à 2 heures de notre appartement en ville. C'est un joli chalet en bois, avec un quai privé et des sentiers dans la forêt. C'est le genre d'endroit que Grace adore. Mais derrière cette belle image, il y a une réalité bien plus froide. En grandissant, je n'ai jamais été assez bien pour eux. Harold, un chirurgien à la retraite, voulait que tout soit parfait. Martha, une ancienne directrice d'école, critiquait tout ce que je faisais. Leurs critiques n'avaient jamais de fin. Mes notes, même si elles étaient excellentes. Mon apparence, soi-disant trop négligée. Mon choix de carrière, l'enseignement au lieu de la médecine. Même maintenant, à 31 ans, avec un master et un emploi stable comme prof d'anglais au lycée, je me sens encore comme une ado de 16 ans quand je suis près d'eux. Et puis, il y a mon frère Jason. Il a 3 ans de moins que moi, mais il a toujours été parfait à leurs yeux. Le chouchou. Le petit génie qui a suivi les pas de papa en médecine. Jason ne faisait jamais rien de mal. Et moi, apparemment, je ne faisais jamais rien de bien. Quand il est devenu chirurgien orthopédiste, comme papa, on aurait cru qu'il avait guéri le cancer, vu la réaction de mes parents. Malgré tout ça, j'ai gardé le contact. Parce que je croyais que Grace méritait de connaître ses grands-parents et son oncle. Ils l'aimaient à leur manière. Grace adorait aller à la pêche avec son grand-père Harold. Cuisiner avec sa grand-mère Martha, et écouter les histoires de l'hôpital racontées par tonton Jason. J'ai essayé de la protéger de leurs petites remarques. Les mêmes qui avaient détruit ma confiance en moi pendant des années. La plupart du temps, j'y suis arrivé. Donc, quand mon directeur m'a choisi pour représenter mon école à une conférence à Chicago, une occasion peut-être de devenir chef de département, j'ai organisé que Grace reste chez mes parents le week-end. Ce ne sont que 3 jours, maman, m'a dit Grace en rangeant ses livres préférés. À 12 ans, elle était entre 2 âges, encore mon bébé, mais déjà en train de devenir une vraie petite personne. Elle portait ses cheveux foncés en queue de cheval, et ses yeux bleus brillaient d'excitation. Ça va aller. En plus, papy a dit qu'on pourrait faire une randonnée jusqu'à la cascade. J'ai vérifié sa valise, j'ai ajouté un pull. En avril, dans le Minnesota, la météo peut changer d'un coup. Je sais que ça va aller ma chérie. N'oublie pas de prendre ton médicament pour les allergies chaque matin. Et dis à papy de ne pas te donner trop de sucre avant de dormir. Je sais, maman, dit-elle en levant les yeux au ciel en rigolant. On a déjà fait ça avant. Oui, on l'avait fait. Mais jamais plus d'un jour. Quelque chose dans ce voyage me mettait mal à l'aise. Peut-être l'importance de la conférence. Ou peut-être le fait que Jason avait décidé au dernier moment de venir ce week-end-là. Lui et sa femme Megan avaient des problèmes. Et il avait décidé de rester chez nos parents pour se changer les idées. Quand Jason était là, tout changeait. Harold et Martha devenaient encore plus critiques avec moi. Le vendredi après-midi, j'ai conduit Grace jusqu'à la maison du lac. Le paysage était magnifique en ce début de printemps. Les arbres en bourgeons, des éclats du lac à travers les bois. Et la jolie maison alpine construite par mon père avant ma naissance. Mes parents nous ont accueillis sur le porche. Martha s'est tout de suite inquiétée de la veste légère de Grace. Ce n'est pas assez chaud pour la météo, a-t-elle critiqué.
tout en faisant entrer Grace dans la maison. J'ai préparé des vêtements appropriés pour le week-end. J'ai gardé le silence. Grace m'a lancé un regard qui disait « T'inquiète pas, je gère mamie ». Harold m'a à peine regardé. Il était trop concentré à raconter à Grace le chemin de randonnée qu'il avait prévu pour le samedi. « La cascade est magnifique en ce moment », disait-il en montrant le ciel. « Tu auras besoin de vraies chaussures, pas de ces baskets fragiles. » Je lui ai mis ses bottes de randonnée dans la valise. « Papa », lui ai-je dit en posant la valise dans la chambre d'amis. « Ce sont celles que maman et toi lui avez offertes à Noël. » Il a hoché la tête, distrait. « Jason apportera des steaks pour le dîner demain. Il arrivera vers midi. » Bien sûr, l'arrivée de Jason était le moment fort du week-end. Avant de partir, j'ai pris ma mère à part dans la cuisine. « Maman, parfois Grace a le mal du pays le soir. Si elle a besoin de m'appeler, même tard, s'il te plaît, laisse-la faire. » Martha a fait un geste de la main, comme si c'était absurde. « Stéphanie, on a déjà élevé des enfants. Et avec succès, je peux ajouter. » La remarque sous-entendait que moi, je n'avais pas été bien élevé. Grace ira bien. On ne la gâte pas comme toi tu le fais. J'ai ravalé ma réponse. Et elle a eu un peu mal au genou à cause du foot. S'il y a de la douleur, il y a de l'ibuprofène dans sa trousse. Harold a été chirurgien pendant 35 ans. Et Jason est médecin. Je pense qu'on peut gérer un petit mal de genou. Sa voix était froide, sans appel. Quand Jason est arrivé, pendant que je me préparais à partir, il m'a à peine dit bonjour. Mais il a fait un gros câlin à Grace. Voilà ma nièce préférée, prête pour un week-end d'aventure avec le super tonton. Grace a rigolé et moi j'ai forcé un sourire. Jason avait toujours été gentil avec Grace, même s'il était un peu autoritaire. Ses cadeaux étaient exagérés, ses histoires toujours trop grandes. Il jouait un rôle avec elle, mais elle l'adorait. Conduis prudemment, Steph. C'est tout ce qu'il m'a dit en partant. Comporte-toi bien, ma chérie. Appelle-moi ce soir avant de dormir, d'accord? Je l'ai chuchoté à Grace. Je t'aime plus que tout au monde. Moi aussi je t'aime, maman. Ne t'inquiète pas, ta conférence va être géniale. En m'éloignant en voiture, je l'ai vu dans mon rétroviseur. Agitant la main joyeusement. Entouré de mes parents au visage dur et de mon frère avec un sourire moqueur. Cette image allait me hanter plus tard. Ma fille joyeuse, confiante, au milieu des 3 personnes qui allaient la trahir profondément. La conférence à Chicago a bien commencé. Ma présentation sur des nouvelles méthodes pour aider les élèves à lire était prévue pour samedi après-midi. Les conférences du vendredi m'ont permis de faire des rencontres intéressantes. Mais je regardais mon téléphone très souvent, souriant aux messages de Grace qui parlait des pancakes à la banane que sa grand-mère avait fait. Ou d'un pic vert qu'elle avait vu près du quai. Vendredi soir, j'ai appelé comme promis. Mais personne n'a répondu. J'ai essayé 3 fois, pendant 2 heures. Je m'inquiétais de plus en plus. Finalement, vers 21h30, mon père m'a rappelé. « Grace dort déjà », a-t-il dit froidement. « On a eu une journée chargée à préparer le bateau pour l'été. Elle était épuisée. Tu peux la réveiller ? Je lui ai promis de lui dire bonne nuit. Stéphanie, ne sois pas ridicule. La petite a besoin de dormir, pas d'être dérangée parce que tu es stressé d'être loin. » J'ai avalé ma frustration. Tu peux lui dire de m'appeler demain matin. On part faire une randonnée tôt. Elle t'appellera quand on reviendra. Avant que je puisse répondre, il a raccroché. C'était typique de Harold. Il décidait ce qui était le mieux pour tout le monde, sans jamais demander. J'ai essayé d'envoyer un message à Grace. Mais le message n'a pas été délivré. J'ai supposé que c'était à cause du mauvais réseau à la maison du lac. Et j'ai essayé de me concentrer sur mes notes de présentation. Ce que je ne savais pas à ce moment-là. Ce que Grace allait me raconter plus tard en pleurant dans un lit d'hôpital. C'est ce qui s'est passé le samedi. Selon Grace, la matinée avait bien commencé. Jason est arrivé avant le petit déjeuner avec des beignets. Et beaucoup d'enthousiasme pour la randonnée du jour. Mon père avait prévu un sentier ambitieux. Une boucle de 11 km jusqu'à la cascade et retour. Grace était excitée, mais inquiète par la distance. On pourrait faire le petit sentier de 5 km, comme maman et moi on fait d'habitude. A-t-elle proposé timidement au petit déjeuner. Ta mère te gâte trop, a répondu mon père. Tu es assez grande pour une vraie rando maintenant. Et Jason veut voir les grandes chutes d'eau. Et voilà, la décision était prise. Ce que Grace voulait ou ressentait n'avait pas d'importance. Ce que Jason voulait était la priorité.
C'est une dynamique familiale que je connais trop bien. Ils sont partis vers 9 heures du matin. Grace portait ses bottes de marche, un jean et plusieurs couches de vêtements. Sa journée promettait d'être ensoleillée. Elle avait une gourde, des fruits secs et son téléphone dans son sac. Mais ma mère a vite confisqué le téléphone. Pas d'électronique dans la nature, a déclaré Martha. C'est un moment en famille. La première moitié de la randonnée s'est bien passée. Ils sont arrivés à la cascade à midi. On mangeait des sandwichs préparés par Martha. Grace a décrit les chutes comme magnifiques, gonflées par la fonte des neiges. L'eau tombant sur les rochers couverts de mousse. Mais sur le chemin du retour, à 1 kilomètre de la cascade, tout a mal tourné. Le sentier est devenu plus étroit en longeant un ruisseau. Le sol était plein de rochers glissants à cause de l'eau. Grace avançait prudemment. Mais mon père et Jason marchaient vite devant. Et Martha les suivait juste derrière. Personne ne regardait quand Grace a glissé sur une pierre couverte de mousse. Sa jambe s'est tordue d'un coup, et elle a entendu un craquement horrible. La douleur est arrivée tout de suite, très forte. Grace a crié. Un cri qui a résonné dans toute la forêt. Ma famille a couru vers elle. Elle était allongée au sol, recroquevillée, tenant sa jambe droite. Des larmes coulant sur son visage. C'est cassé, a-t-elle haleté. Quelque chose s'est cassé. Jason s'est agenouillé à côté d'elle. Pour une fois, sa formation médicale allait servir. Il a regardé sa jambe qui était déjà enflée. On dirait une fracture du tibia, a-t-il dit. Il faut l'emmener aux urgences. Grace s'est sentie soulagée un instant. Tonton Jason était médecin. Il allait l'aider. Ils allaient m'appeler, et tout irait bien. Mais alors, mon père a regardé sa montre. On a un dîner avec les Henderson à 19 heures, a-t-il rappelé à Martha. On n'aura jamais le temps d'aller à l'hôpital et de revenir. On ne peut pas annuler, demanda Grace en larmes. J'ai très mal. Martha a pincé les lèvres. Les Henderson sont les amis les plus anciens de ton grand-père. On a planifié ce dîner depuis des mois. Grace a regardé Jason, espérant qu'il insisterait pour qu'elle aille à l'hôpital. Mais il a juste haussé les épaules. C'est probablement juste une petite fracture. Rien de grave. On peut mettre de la glace à la maison et voir comment ça évolue. Mais comment je vais marcher ? A demandé Grace. La douleur lui donnait la nausée. Je ne peux pas marcher avec ça. La solution que ma famille a trouvée me donne encore envie de crier. Mon père a pris une branche pour lui faire une sorte de canne. Jason a dit que marcher un peu aiderait. Les fractures guérissent mieux avec un peu de poids dessus, a-t-il affirmé. Et Martha a dit simplement. On n'a pas le temps pour des drames. Personne ne l'a porté. Personne n'est allé chercher de l'aide. À la place, ils ont forcé ma fille de 12 ans à marcher 3 heures. Avec une jambe cassée. Grace a dit que le trajet était une brume de douleur. Chaque pas était un supplice. Elle a pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Puis elle a continué, en silence, souffrant. Elle a supplié pour son téléphone, pour m'appeler. Ils ont refusé. Elle a demandé à se reposer. Ils ne l'ont laissé s'arrêter que quelques minutes. La pressant en disant qu'ils ne pouvaient pas rater leur dîner. Quand ils sont enfin arrivés à la maison. La jambe de Grace était énorme, violette et bleue. Enflée de la cheville au genou. Elle ne pouvait plus poser le pied par terre. Alors Jason et mon père l'ont à moitié porté le dernier kilomètre. À la maison, ils lui ont mis de la glace. Lui ont donné de l'ibuprofène. Et ont surélevé sa jambe avec des coussins. Martha lui a apporté de la soupe et des crackers. Puis l'a laissé seul pendant qu'il se douchait et s'habillait pour leur dîner. On sera juste parti quelques heures, lui a dit ma mère. Il y a de l'eau à côté du lit et la télécommande de la télé. Essaie de te reposer. Grace, avec une douleur horrible. Se sentant complètement abandonnée. Les a regardés partir dîner. La laissant seule dans une maison isolée. À plus de 3 kilomètres du voisin le plus proche. Avec une jambe cassée. Elle a essayé d'utiliser le téléphone fixe pour m'appeler. Mais il ne marchait pas. Un arbre était tombé sur la ligne téléphonique plus tôt dans la semaine. Ma famille avait oublié de me le dire. Pas de portable, pas de téléphone. Aucun moyen de demander de l'aide. Grace est restée dans son lit, pleurant de douleur. Parfois s'évanouissant de fatigue. Pendant ce temps, à Chicago, je passais mon samedi à envoyer des messages et à appeler en boucle. Pas de nouvelles de ma fille ni de ma famille. J'étais de plus en plus paniqué. Le dimanche matin, j'étais hors de moi. Aucun appel. Aucun message. Depuis vendredi soir.
J'avais laissé des dizaines de messages à mes parents. Même aux voisins. Ma dernière session de conférence était à 14 heures. Mais à 9 heures du matin, j'avais pris ma décision. J'ai dit aux organisateurs que j'avais une urgence familiale. J'ai fait mes bagages. Et je suis rentré directement dans le Minnesota. 3 heures de route. Pendant le trajet, j'imaginais plein de scénarios. Peut-être que les portables étaient morts. Ou alors la couverture était mauvaise. Ou pire. Quand j'ai tourné sur le chemin de gravier de la maison de mes parents. Mes mains tremblaient sur le volant. La première chose que j'ai remarqué, c'est que les 3 voitures étaient là. Le 4x4 de mon père, la berline de ma mère et la voiture de sport ridicule de Jason. Au moins, ils étaient à la maison. Je suis arrivé vers midi. Les graviers craquaient sous mes pneus. Personne n'est sorti m'accueillir. Je suis entré sans frapper. Après tout, c'était la maison de mon enfance. La scène dans le salon était surréaliste. Normal. Mes parents et Jason jouaient au Scrabble sur la table basse. Avec des tasses de café et des petits gâteaux bien rangés à côté. Les 3 ont levé la tête, surpris. Stéphanie, on ne t'attendait pas avant ce soir, a dit ma mère. Comme si j'avais fait une erreur en arrivant trop tôt. J'essaie de vous joindre depuis 2 jours, ai-je dit. En tentant de garder une voix calme. Où est Grace? Elle dort encore, a dit Jason d'un ton détendu. Elle prend son temps après une petite chute sur le sentier hier. La façon dont il a dit une petite chute a immédiatement déclenché toutes mes alertes. Quelle chute? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon père a soupiré en reposant ses lettres de Scrabble. Elle a glissé sur des pierres, elle s'est fait mal à la jambe. Rien de grave. On la surveille. Si ce n'est pas grave, pourquoi personne ne m'a appelé? Pourquoi elle ne m'a pas appelé elle-même? Le téléphone fixe ne marche pas, a dit ma mère. Et tu sais que le réseau est mauvais ici. Où est son portable? Ai-je exigé. Je l'ai, a admis ma mère. Elle devenait trop accro. On voulait qu'elle profite du week-end sans écran. Je n'ai pas attendu d'en entendre plus. Je suis allé droit vers la chambre d'amis. Avec mes parents et Jason qui me suivaient. Lâchant des excuses et disant que j'exagérais. Mais quand j'ai vu Grace, j'ai été choqué. Ma fille était allongée dans le lit. Le visage pâle, fatiguée par la douleur. Sa jambe droite était sur des coussins. Elle était enflée au point de doubler de volume. Couleur violet foncé presque noir. Ses yeux, rouges d'avoir pleuré, se sont ouverts quand elle m'a vu. « Maman » a-t-elle chuchoté en pleurant. « Tu es venue plus tôt. » Je me suis précipité à son chevet. « Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» En sanglotant, elle m'a raconté. La chute. Le craquement qu'elle a entendu. La marche de 3 heures avec la jambe cassée. Le fait qu'il l'ait laissée seule pour aller dîner. Et qu'aucun d'eux n'a cru que c'était grave. Pendant qu'elle parlait, j'examinais doucement sa jambe. Même sans être médecin, je pouvais voir que ce n'était pas une petite blessure. Ce n'était pas une entorse. Ni une fracture légère. C'était très grave. Je me suis retourné vers ma famille qui était à la porte. Vous l'avez forcé à marcher avec ça pendant 3 heures? Et ensuite vous l'avez laissé seul. On lui a donné des antidouleurs, a dit ma mère faiblement. 2 ibuprofènes, a corrigé Grace à voix basse. Jason a dit que c'était juste une petite fracture, a ajouté mon père. Comme si son titre de médecin suffisait à excuser tout ça. Jason a haussé les épaules. Hier, ça avait l'air bénin. Les enfants sont résistants. Je n'en croyais pas mes oreilles. Elle a besoin d'aller à l'hôpital. Maintenant. Ne sois pas dramatique, Stéphanie, a dit mon père. Si tu me laissais l'examiner correctement. Comment ça, Jason? Je l'ai coupé, la voix glaciale. Tu en as déjà trop fait. Je l'emmène aux urgences. J'ai pris Grace dans mes bras, ignorant leurs protestations. Et je l'ai portée jusqu'à ma voiture. Elle était plus légère que je ne le pensais. Ou bien c'est l'adrénaline qui m'aidait. Ma famille me suivait, lançant des excuses et des conseils inutiles. On devrait venir avec toi, a proposé ma mère pendant que j'installais Grace dans la voiture avec des coussins. Non, ai-je dit sans la regarder. Vous en avez assez fait. Le trajet de 20 minutes jusqu'à l'hôpital le plus proche a été très difficile. À chaque petit trou sur la route, Grace gémissait de douleur. J'ai appelé l'hôpital pendant qu'on roulait pour leur dire qu'on arrivait. Quand on est arrivé, Grace souffrait tellement qu'elle avait du mal à parler. Le personnel des urgences a vu sa jambe et nous a emmenés immédiatement dans une salle de soins. La docteure, une femme gentille nommée docteur Rivera,
a demandé des radios tout de suite et a donné à Grace des médicaments contre la douleur. Quand elle est revenue avec les résultats, elle avait l'air très sérieuse. Grace a une fracture déplacée du tibia, a-t-elle expliqué, en me montrant la radio. Vous voyez cet angle ici? L'os est complètement cassé et il a bougé. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on a attendu trop longtemps pour la soigner. Marcher avec cette blessure a abîmé les tissus mous. Et ça augmente le risque de complications. Quel genre de complications? Ai-je demandé, la gorge serrée. Le syndrome d'éloge est ce qui nous inquiète le plus. C'est quand la pression dans le muscle devient trop forte. Et que ça peut abîmer les nerfs ou les vaisseaux sanguins. Il y a aussi un risque d'infection, de mauvaise guérison. Et de problèmes de mouvement à long terme. Elle a besoin d'une opération. Oui, a répondu la docteure Rivera d'une voix ferme. On doit remettre l'os en place. Et le fixer avec une plaque et des vis. Le chirurgien orthopédiste est déjà prévenu. Il sera là dans 1 heure. J'ai hoché la tête, essayant de tout comprendre. Et si on l'avait amené tout de suite après la chute? La docteure m'a regardé. Je n'avais pas besoin qu'elle réponde. Son regard disait tout. Une fracture simple aurait peut-être juste eu besoin d'un plâtre. Mais marcher dessus avait tout aggravé. Pendant qu'il préparait Grace pour la chirurgie, je suis resté près d'elle, lui tenant la main. Le poids de ce que ma famille avait fait, la douleur qu'ils lui avaient causée, les problèmes qu'ils avaient créés, tout cela m'écrasait. Je leur avais confié ce que j'avais de plus précieux. Et ils nous avaient complètement abandonnés, elle et moi. 1 heure plus tard, mes parents et Jason sont apparus à la porte de la salle de soins. Mais je ne ressentais que de la colère froide et glaciale. Le chirurgien pédiatrique, le docteur Lathan, est arrivé à l'heure. Il a examiné Grace, regardé les radios, et a confirmé ce que la docteure Rivera avait dit. Grace avait besoin d'une chirurgie d'urgence. Pour réparer la fracture et traiter les tissus abîmés à cause de la marche. On va devoir mettre une tige en titane et plusieurs vis, a-t-il expliqué. Chez une fille de son âge, on essaie d'éviter ce genre d'opération. Mais la fracture est très grave et les tissus sont touchés. Grace a serré ma main, les yeux grands ouverts de peur. Ça va faire mal. Le docteur Lathan a adouci sa voix. Tu dormiras pendant l'opération. Et après, on contrôlera bien ta douleur. La bonne nouvelle, c'est que les enfants guérissent vite. Avec des soins et de la kiné, elle devrait pouvoir tout récupérer. Pendant qu'ils emmenaient Grace au bloc, je lui ai embrassé le front. Je serai là quand tu te réveilleras, ma chérie. Quand elle a disparu dans le couloir, je me suis tourné vers ma famille, qui attendait maladroitement près de la porte. Stéphanie, tu ne crois pas que tu exagères un peu? A commencé mon père. L'opération paraît un peu extrême. Si vous m'aviez laissé l'examiner comme il faut. Stop, ai-je dit, la voix calme et ferme. Juste stop. On ne savait pas que c'était si grave, a dit ma mère. Grace n'a pas dit que ça faisait aussi mal. Elle a pleuré de douleur pendant des heures, ai-je répondu. Elle vous a dit qu'elle avait entendu l'os se casser. Les enfants exagèrent, a dit Jason en haussant les épaules. Je vois ça tout le temps au boulot. Ils pensent qu'ils vont mourir alors que c'est juste une entorse. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Ce n'est pas juste une entorse, Jason. C'est une fracture déplacée du tibia. Avec des tissus abîmés. Tu es chirurgien orthopédiste. Tu aurais dû voir que c'était grave. Dans un vrai cabinet, peut-être, s'est-il défendu. Là-bas, dans la forêt, avec peu de lumière. Alors tu aurais dû être prudent. Tu aurais dû la porter. Appeler à l'aide. Faire n'importe quoi. Sauf la forcer à marcher 3 heures avec une jambe cassée. On avait un dîner, a dit ma mère tout bas. Je l'ai regardé, incrédule. Un dîner. Vous avez laissé ma fille, une enfant blessée, seule dans une maison isolée, sans téléphone, à cause d'un dîner. Les Henderson sont très importants pour ton père, a-t-elle ajouté. Comme si ça excusait tout. Plus important que la santé de Grace? Que sa sécurité. Stéphanie, a dit mon père, avec son ton condescendant que je détestais depuis toujours. Tu es trop émotive. Les médecins exagèrent sûrement, pour éviter les ennuis. J'ai fermé les yeux. Les souvenirs sont revenus. Ma fracture au poignet à 10 ans. Que mon père disait être une simple bosse. Jusqu'à ce que l'école m'envoie faire des radios 3 jours plus tard. Le jour où Jason avait cassé la fenêtre du voisin. Mais c'est moi qui avais été puni. Parce que Jason ne ferait jamais ça.
Toujours les mêmes choses. Minimiser ce que je disais. Croire Jason, jamais moi. Grace pourrait avoir des séquelles à vie, ai-je dit à voix basse. Elle a 12 ans, elle va peut-être devoir faire de la rééducation pendant des mois. Tout ça parce que vous ne pouviez pas rater un dîner. Parce que vous ne pouviez pas admettre que, peut-être, juste peut-être, sa douleur était réelle et importante. Elle ira bien, a insisté Jason. Les enfants guérissent. Tu te souviens quand je me suis cassé le bras en grimpant à l'arbre? Papa me l'a remis en place dans la cuisine. Et tu as eu un vrai suivi médical le lendemain, lui ai-je rappelé. Personne ne t'a forcé à descendre de l'arbre avec le bras cassé. La salle d'attente est devenue silencieuse. Une infirmière est venue vers moi doucement. Mademoiselle Mich, votre fille est au bloc maintenant. L'opération va durer environ 2 heures. Il y a une salle spéciale pour les familles si vous voulez. J'ai hoché la tête, reconnaissante. Merci. En prenant mon sac pour la suivre, ma mère a fait un pas vers moi. On va attendre avec toi. Je me suis arrêté. Je les ai regardés tous les trois. Et là, avec Grace au bloc. Je les ai enfin vus clairement. Pour la première fois peut-être. Ces gens, liés à moi par le sang, m'avaient prouvé encore et encore qu'ils étaient vraiment. Et j'avais refusé de le voir. Jusqu'à ce qu'ils fassent du mal à ma fille. Non, ai-je dit calmement. Vous n'attendrez pas avec moi. Stéphanie, sois raisonnable, a dit mon père. Raisonnable. J'ai laissé échapper un rire amer. Était-ce raisonnable de faire marcher Grace 5 kilomètres avec une jambe cassée? De la laisser seule dans la douleur sans téléphone? De mettre un dîner avant la sécurité d'un enfant? On a pris une décision, a dit Jason. C'est facile de juger après coup. Une décision. J'ai répété ces mots. Eh bien moi aussi je prends une décision. Je veux que vous partiez. Le visage de ma mère s'est figé. Mais Grace va vouloir me voir quand elle se réveillera. Elle n'a pas besoin de voir ceux qui ont ignoré sa douleur. Et l'ont fait souffrir encore plus. Tu es trop dramatique, a dit mon père avec mépris. Comme toujours. Peut-être, ai-je dit. Mais je suis aussi sa mère. Et en ce moment, mon travail c'est de la protéger. Même contre la famille. Surtout contre la famille. Jason s'est avancé, le visage dur. Tu vois? C'est exactement pour ça que Marc t'a quitté. Tu fais toujours des histoires pour tout. Un coup bas. Il voulait me faire mal. Me faire taire, comme d'habitude. Mais cette fois, non. J'ai senti une étrange paix en moi. Grace est en chirurgie d'urgence, Jason. Parce que toi, un médecin formé, tu as décidé qu'un dîner était plus important que sa jambe cassée. Ce n'est pas faire des histoires. Ce sont des faits. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Maintenant, partez. Tous les trois. Le visage de mon père est devenu rouge de colère. Si on part maintenant, ne compte pas sur nous pour revenir. C'était censé être une menace. Mais pour moi, c'était une libération. Je ne compte pas sur vous. Ils sont sortis furieux, marmonnant sur mon ingratitude et mon exagération. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. Juste un immense épuisement. Et de l'inquiétude pour Grace. L'opération a duré presque 3 heures. Plus longtemps que prévu à cause de la complexité. Quand le docteur Latent est revenu me parler, il avait l'air prudemment optimiste. On a stabilisé la fracture avec une tige en titane et des vis, a-t-il dit. Il y avait pas mal de dégâts dans les tissus mous qu'on a dû traiter. Mais on pense avoir tout bien fait. Et pour la suite? Si elle suit bien la rééducation, elle devrait pouvoir tout récupérer. Pas de poids sur sa jambe pendant au moins 6 semaines. Puis on reprendra les activités doucement. Peut-être qu'il faudra retirer le matériel dans 1 an, une fois la jambe guérie. J'ai hoché la tête, soulagé. Je peux la voir. Grace dormait encore à cause de l'anesthésie quand je suis entré dans la salle. Sa jambe droite était immobilisée dans une attelle temporaire. Jusqu'à ce que l'enflure diminue. Quand elle m'a vu, son visage s'est éclairé. « Maman » a-t-elle murmuré. « Tu es encore là ?» Je lui ai pris la main doucement, à cause de la perfusion. « Bien sûr ma chérie. Je suis là, et je ne vais nulle part. » Elle a regardé autour d'elle. Où sont mamie, papy et tonton Jason? J'ai hésité, ne sachant pas combien lui dire vu son état. Ils ont dû partir, ma chérie. Mais ne t'inquiète pas pour ça maintenant. Concentre-toi sur ton repos. Les yeux de Grace se sont remplis de larmes. Ils ne m'ont pas cru, maman.
Je leur ai dit que j'avais très mal. Mais ils ont dit que j'exagérais. Tonton Jason a dit que j'allais bien. J'ai avalé difficilement pour ne pas pleurer. Moi je te crois, Grace. Je te croirai toujours. Et je suis tellement désolé que ça te soit arrivé. Pendant qu'elle se rendormait, toujours en tenant ma main, je me suis fait une promesse, à elle et à moi. Ça n'arrivera plus jamais. Peu importe le prix, je la protégerai. Même si ça veut dire couper les ponts avec ma famille. Surtout si c'est nécessaire. Les jours après l'opération de Grace ont été flous. On est resté à l'hôpital 3 jours. Elle avait encore l'attelle temporaire. En attendant que la jambe désenfle avant de mettre le plâtre. Je dormais sur le fauteuil inconfortable à côté de son lit. Je ne sortais que pour me laver. Et pour appeler l'école et prévenir qu'on aurait besoin de temps. Mon directeur a été très compréhensif. Surtout quand j'ai expliqué ce qu'il s'était passé. Les professeurs de Grace ont organisé des devoirs à distance. Pour qu'elle ne prenne pas trop de retard. Notre vraie famille. Celle faite d'amis et de collègues. S'est rassemblée autour de nous. Mes parents et Jason n'ont fait aucun effort pour venir à l'hôpital. À la place, ils ont envoyé des messages pleins de justifications, de reproches et d'excuses déguisées. Ma mère disait qu'ils nous laissaient de l'espace. Mon père disait que les médecins avaient exagéré et que l'opération était inutile. Jason, lui, disait que si Grace avait eu une récupération difficile, c'était parce que je l'avais emmenée aux urgences trop vite, au lieu de lui laisser gérer la situation. Je lisais leurs messages comme on lit un vieux journal oublié, comme si tout cela appartenait à une autre vie. Et à chaque message, j'étais de plus en plus sûr. J'avais pris la bonne décision en leur disant de partir. La seule personne de ma famille qui m'a contacté avec une vraie inquiétude, c'était ma tante Eleanor, la sœur de mon père. Elle et mon père ne se parlaient plus depuis des années. Maintenant je comprenais pourquoi. Quand elle a appris ce qui était arrivé à Grace, elle m'a appelé tout de suite. Ses premiers mots. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Eleanor vivait à 3 heures de route. Mais elle a proposé de venir le week-end suivant. Ça ne m'étonne pas que Harold et Martha aient si mal géré ça, a-t-elle dit sans détour. Ils ont fait pareil quand tu t'es cassé la clavicule au foot. Ils t'ont dit de tenir le coup pendant 2 jours. Jusqu'à ce que ton entraîneur insiste pour une radio. J'avais presque oublié cet épisode. Enterré sous des années de souvenirs similaires. Je pensais que c'était normal, ai-je dit. Que toutes les familles étaient comme ça. Non, a répondu Eleanor. Ce n'est pas normal. C'est de la négligence, pure et simple. Quand Grace est enfin rentrée à la maison, notre appartement est devenu un vrai défi. On vit au 3e étage, sans ascenseur. Avant, ça ne nous posait aucun souci. Mais là, c'était un cauchemar. Grace ne pouvait pas poser le pied droit par terre pendant au moins 6 semaines. Donc elle avait besoin de béquilles, même pour les choses simples. Cette première nuit à la maison, je l'ai aidée à se laver, à se changer, à se coucher. On était toutes les deux épuisées. Pendant que je l'abordais, Grace m'a posé la question que je redoutais. Est-ce qu'on va revoir mamie, papy ou tonton Jason? Je me suis assise au bord de son lit. J'ai choisi mes mots avec soin. Je ne sais pas, ma chérie. Ce qu'ils t'ont fait. Te faire marcher avec une jambe cassée. Te laisser seule quand tu avais mal. Ce n'est pas bien. Ce n'était pas sûr. Grace a hoché la tête. Je n'arrête pas de me dire que toi, tu m'aurais cru. Tu m'aurais emmené chez le docteur tout de suite. Je te le promets, je te croirai toujours quand tu diras que tu as mal. Et je ferai toujours en sorte que tu aies les soins dont tu as besoin. Le grand-père a dit que je faisais du cinéma. Comme toi. Sa voix était toute petite. Et maman, est-ce que c'est mal d'être comme toi? Mon cœur s'est brisé un peu plus. Grace, écoute-moi. Tu ne faisais pas du cinéma. Ta jambe était cassée. Vraiment cassée. Et les médecins l'ont confirmé. Et être comme moi. C'est le plus beau compliment que tu puisses me faire. Parce que tu es gentille, courageuse, honnête. Et moi, j'aimerais être comme toi. Elle a semblé comprendre. Mais je voyais encore la tristesse dans ses yeux. Pas juste la douleur physique. Mais la douleur d'avoir été trahie par des gens qu'elle aimait. Les aspects pratiques de la guérison de Grace n'étaient pas faciles. Notre assurance santé a payé une grande partie de l'opération et du séjour à l'hôpital. Mais il restait les franchises, les frais à notre charge et la kiné à venir. Et tout ça pesait lourd dans notre budget. J'ai demandé un congé maladie au travail.
Mais je ne touchais qu'une partie de mon salaire. Ma copine Mélisa, prof d'anglais comme moi, a organisé un planning pour que des amis nous apportent des repas. Un autre collègue, Tom, qui habite dans le même immeuble, s'est proposé pour porter Grace dans les escaliers quand il le fallait. Mon ex-mari Marc a appelé depuis Seattle. Il était choqué par ce qu'il avait appris. Il a arrangé pour que les courses nous soient livrées chaque semaine. Mais la conversation la plus difficile a été avec Marc, concernant le rôle de mes parents dans la blessure de Grace. Il les avait toujours trouvés gentils, et il pensait que je les critiquais trop durement. Mais en entendant ce qu'ils avaient fait, il est resté silencieux pendant un long moment. « Mon Dieu, Steph !» a-t-il dit enfin. « Je croyais que tu étais juste un peu sensible. Toutes ces années. Je ne pensais pas qu'ils étaient capables de ça. »« Moi non plus, » ai-je répondu. « Pas à ce point. »« Tu veux que je vienne ? Je peux prendre des congés. » J'étais surprise. Marc n'avait jamais pris de congé pour Grace depuis notre divorce. « Non, mais merci d'avoir proposé. On s'en sort. Mais peut-être que tu pourrais l'appeler en visio plus souvent. Elle a besoin de soutien en ce moment. » « Bien sûr. Ce qu'elle voudra. » Il a hésité. « Et tes parents ? Qu'est-ce que tu comptes faire avec eux ? » C'était la question que je me posais depuis l'hôpital. Que faire quand les personnes censées t'aimer et te protéger te montrent un tel mépris ? Comment garder des liens familiaux quand tu dois d'abord protéger ton enfant ? Je ne sais pas encore, ai-je avoué. Mais ce que je sais, c'est que je ne peux pas leur permettre de lui refaire du mal. Après avoir raccroché, je me suis assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable. J'ai commencé à faire des recherches sur négligence médicale par des grands-parents et couper les liens avec une famille toxique. Les résultats étaient trop nombreux. Mais un lien a attiré mon attention. Un groupe de soutien pour adultes ayant coupé les ponts avec leurs parents. Je m'y suis inscrite tout de suite. Ce soir-là, j'ai aussi pris rendez-vous avec une avocate spécialisée en droit familial. Patricia Reyes. Elle s'occupait des cas de protection des enfants. Je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé. Je lui ai montré les radios de Grace et les messages envoyés par ma famille après l'accident. Ce qu'ils ont fait, c'est clairement de la négligence médicale, a confirmé Patricia. En tant que mère, vous avez le droit de refuser tout contact entre eux et votre fille. Si vous le souhaitez, on peut même demander une interdiction d'approche, basée sur les blessures qu'ils ont causées. Je ne pense pas qu'ils iront jusqu'à nous attaquer, ai-je dit. Ils vont plutôt me renier. Mais je veux savoir quelles sont mes options. Elle a hoché la tête. Notez tout. Gardez leurs messages. Conservez tous les dossiers médicaux de Grace. Si un jour ils essaient de vous forcer la main ou d'aller contre vos décisions de parents, vous serez prête. Pendant que Grace commençait sa longue rééducation, je prenais peu à peu conscience de tout ce qui s'était passé. Des choses simples, comme prendre une douche ou aller à l'école, étaient devenues de vraies épreuves. Mais Grace, avec la force des jeunes, s'est adaptée aux béquilles et a rapidement développé une vraie force dans les bras. Le plus dur, c'était l'impact psychologique. Elle a commencé à faire des cauchemars. Elle rêvait qu'elle tombait et qu'on la laissait seule dans la forêt. Elle devenait anxieuse dès que je m'éloignais trop longtemps. Un jour, elle a reçu une carte de sa grand-mère. « Remets-toi vite », disait-elle avec un dessin joyeux. Mais aucun mot sur ce qu'il lui avait fait. Grace l'a regardé longtemps, puis m'a demandé doucement de la jeter. « Il ne pense pas avoir fait quelque chose de mal, hein ?» a-t-elle demandé. « Non ma chérie, il ne le pense pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas admettre quand ils ont tort. »« Oui, » ai-je dit. « Admettre ses erreurs, pour certaines personnes, c'est trop dur. Ça les obligerait à se voir différemment. » Grace a réfléchi. « Je ne veux pas être comme ça. Je veux pouvoir dire que je suis désolé quand je fais une erreur. » Et là, j'ai compris que malgré le traumatisme, elle apprenait une leçon précieuse. L'importance de reconnaître ses erreurs, de savoir dire pardon, et d'avoir de l'empathie. Des choses que mes parents n'ont jamais su faire. Les jours passaient, et les messages de mes parents et de Jason devenaient de plus en plus agressifs. Ils m'accusaient d'avoir monté Grace contre eux, de réagir de façon excessive à incidents mineurs, et d'être une fille ingrate, après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Mais jamais, pas une seule fois, ils n'ont reconnu à quel point la blessure de Grace était grave, ni exprimé de vrais regrets. Quelques jours après notre retour de l'hôpital, j'ai pris ma décision. Ce n'était pas une réaction impulsive, ni une crise émotionnelle.
C'était une décision claire, construite sur toute une vie de preuves. Ma famille m'avait montré à plusieurs reprises qui elle était. Il était temps que je les croie. Un après-midi, je me suis assise à la table avec un bloc-notes, les dossiers médicaux de Grace, et une détermination calme. Grace faisait la sieste dans sa chambre. La séance de kiné du matin l'avait épuisée. Son attelle temporaire avait été remplacé par un plâtre bleu vif. Elle avait choisi la couleur. Il était déjà couvert de signatures des rares visiteurs qu'on avait eus. J'ai commencé à écrire une lettre. Pas un cri de colère. Pas une plainte émotionnelle. Juste les faits. Clairs. J'y ai joint les radios et le rapport de l'opération. En soulignant les phrases importantes. Fracture tibiale déplacée. Dégâts des tissus à cause de la marche. Traitement compliqué par retard de soins. À mes parents, j'ai écrit ceci. Harold et Martha. Je vous envoie les documents médicaux de Grace pour que vous compreniez la gravité réelle de sa blessure. Et les conséquences de vos choix ce week-end-là. En tant que mère, j'avais placé ma confiance en vous pour protéger ma fille. Cette confiance est désormais rompue, définitivement. Grace va devoir faire une longue rééducation. Elle aura peut-être besoin d'une autre opération pour enlever le matériel. Elle va rater le reste de la saison de football, et peut-être le début de l'année prochaine. À 12 ans, elle a subi une douleur et un traumatisme qu'on aurait pu éviter avec un peu de bon sens et d'humanité. Après beaucoup de réflexion, j'ai pris la décision de couper notre relation. Ce n'est pas temporaire. Ce n'est pas une réaction à chaud. C'est un choix nécessaire pour me protéger, et surtout protéger Grace. À partir de maintenant, je vous demande de ne plus contacter Grace, par aucun moyen. Et de ne pas me contacter directement non plus. Tout devra passer par mon avocate, dont le nom est joint à cette lettre. N'essayez pas de venir chez nous, ni à son école. N'utilisez pas d'autres membres de la famille pour faire passer des messages. Si vous ne respectez pas ces règles, je prendrai des mesures légales. Et je n'hésiterai pas. Ce n'est pas une décision que je prends à la légère. Mais elle est basée sur des années entières de critiques, de préférences injustes, et de manipulations émotionnelles que j'ai tolérées. Parce que je croyais que la famille, c'était sacré. Mais la jambe cassée de Grace a brisé cette illusion. Stéphanie. J'ai envoyé une lettre similaire à Jason. Avec un paragraphe en plus. En tant que professionnel de santé, ton incapacité à évaluer correctement la blessure de Grace est encore plus grave. Tu as préféré aller dîner plutôt que de t'occuper sérieusement d'une enfant blessée. Ton diplôme ne cache pas ton absence d'empathie. J'ai envoyé les lettres par courrier recommandé. Mon avocate Patricia en a aussi reçu une copie. Elle m'avait aidé à écrire les passages légaux. Ensuite, j'ai changé nos numéros de téléphone et nos adresses e-mail. Seuls nos amis proches et collègues ont eu les nouveaux. Grace m'a regardé poster les lettres. Debout devant notre boîte aux lettres. Elle avait un regard sérieux, plus mature que son âge. C'est pour toujours, a-t-elle demandé pendant qu'on remontait les escaliers. Elle avec ses béquilles, moi portant son sac. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Mais en ce moment, on a besoin de temps pour guérir. Toi, pour ton corps. Et toutes les deux, pour nos cœurs. Peut-être qu'un jour, s'ils réalisent vraiment ce qu'ils ont fait, et qu'ils assument, peut-être que les choses pourraient changer. Grace a réfléchi. Je suis triste. Mais je me sens aussi soulagé. C'est bizarre. Pas du tout, ai-je répondu. Moi aussi je ressens ça. Les réponses ne se sont pas fait attendre. Et comme je m'y attendais, elles ont été rapides et prévisibles. L'avocat de mon père a contacté Patricia, avec des menaces à peine voilées, disant que j'étais mentalement instable, et que je faisais de l'aliénation parentale. Ma mère a laissé un message vocal à mon école. Le seul numéro qu'elle avait encore. En suppliant. Je veux juste parler à Grace une minute. Jason m'a envoyé un email plein de rage à ma nouvelle adresse. Je ne sais pas comment il a trouvé. M'accusant de salir sa réputation de médecin. Et me menaçant de poursuites judiciaires. Aucun d'eux n'a admis avoir causé du tort. Aucun d'eux n'a présenté de véritables excuses. Patricia a répondu à toutes leurs attaques avec calme. Elle leur a renvoyé les radios de Grace, les rapports des médecins, et des attestations claires sur l'impact de la blessure et du retard de traitement. Après ça, les menaces ont cessé. Mais les tentatives de manipulation émotionnelle ont continué, de temps en temps. Pendant ce temps, la guérison de Grace avançait lentement, mais sûrement. Les 6 semaines sans poser le pied au sol se sont transformées en appui partiel. Avec une botte de marche. Elle allait 3 fois par semaine en kiné.
Elle regagnait de la force et de la mobilité. Sa kiné, Diane, lui offrait aussi un vrai soutien psychologique. Elle l'aidait à digérer la trahison et le traumatisme. Ma tante Éléanore est devenue une personne très présente dans notre vie. Elle venait nous voir tous les 15 jours. Elle faisait les courses, la lessive, ou restait juste pour discuter avec moi. Grâce à elle, j'ai appris des choses sur ma famille que je ne savais pas. Des schémas de négligence et de favoritisme qui existaient depuis des générations. Ton grand-père a fait la même chose à ton père, m'a dit Éléanore un soir. Pendant qu'on parlait après avoir couché Grace. Il minimisait ses douleurs. Lui disait de ne pas pleurer. Et favorisait toujours le fils qui se montrait dur et silencieux. Ton père est devenu ce pourquoi il a été éduqué. Ça explique beaucoup de choses, ai-je dit. Mais ça n'excuse rien. Éléanore acquiesçait. Comprendre d'où vient le mal. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'accepter. Les semaines ont passé. On a créé de nouvelles routines, de nouvelles traditions. Le dimanche matin, c'était pancake à la maison, avec les ingrédients qu'on avait envie d'essayer. Le vendredi soir, c'était soirée cinéma, avec un plat à emporter d'un resto du coin. On a aussi lancé un petit club de lecture à deux. On lisait les mêmes romans et on en parlait autour d'un chocolat chaud. Au lieu d'une famille qui nous faisait du mal, on a renforcé nos liens avec les gens qui étaient vraiment là pour nous. Mes collègues qui prenaient mes cours quand Grace avait rendez-vous. Les voisins qui portaient ses sacs dans les escaliers. Même Marc, qui nous a surprises en venant passer un week-end entier. Il nous a aidés à faire des petits travaux qu'on repoussait depuis des mois. 3 mois après l'opération, Grace est retournée à l'école à temps plein. Elle ne marchait pas encore normalement. Mais la botte de marche lui donnait assez d'autonomie. Ses amis ont été présents tout du long. Ils lui ont rendu visite avec des devoirs. Des blagues. Des petits potins. Elle s'est sentie incluse, même en étant absente. Ses profs ont adapté leurs cours à ses besoins, sans jamais la faire se sentir différente. Le groupe de soutien pour adultes ayant coupé avec leurs parents est devenu pour moi une aide précieuse. En lisant les histoires des autres, j'ai reconnu des choses dans ma propre enfance. Des critiques constantes déguisées en bons conseils. Des émotions qu'on me disait de cacher. Le fait que Jason était toujours le préféré. Et moi toujours celle qu'on blâmait. J'ai enfin compris que couper les ponts avec eux, ce n'était pas une vengeance. C'était une manière de me protéger. 6 mois après l'accident, Grace a eu sa 2e opération. Le retrait du matériel, la tige et les vis. C'était une intervention plus légère, avec un temps de récupération plus court. À ce moment-là, cela faisait presque 3 mois, qu'on n'avait eu aucun contact direct de mes parents ou de Jason. De temps en temps, on entendait parler d'eux par des connaissances communes. Ils racontaient une version très différente de l'histoire, où ils étaient les victimes de mon instabilité et de ma surprotection. Mais ça ne me touchait plus. La vérité était dans les radios de Grace, dans la cicatrice sur sa jambe, dans les séances de kiné qu'elle continuait. La vérité était aussi dans notre quotidien. Plus paisible, plus simple, plus vrai. Sans critique, sans pression, sans blessure cachée. Le jour où Grace a eu le feu vert pour reprendre toutes ses activités, y compris le football. On a fêté ça dans son restaurant préféré, pendant qu'on partageait un dessert. Elle m'a regardé avec un air sérieux. Maman, j'ai pensé à mamie, papy et tonton Jason. Mon cœur s'est serré. Oui, ma chérie? Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, il ne me manque pas autant que je pensais. Elle jouait avec la cuillère dans la sauce au chocolat. C'est horrible de dire ça. Pas du tout, ai-je répondu. Les relations, même familiales, doivent apporter du bien. Pas t'épuiser. Je crois que ce qui me manque, c'est l'idée que je me faisais d'eux. Des grands-parents qui viennent à mes spectacles. D'un tonton qui m'apprend des choses cool. Mais les vrais me faisaient sentir petite. Comme si ce que je ressentais ne comptait pas. Moi aussi, ils me faisaient sentir comme ça, ai-je avoué. Pendant presque toute ma vie. Grace a hoché la tête. Je suis contente que maintenant, on ne se sente plus comme ça. En rentrant à la maison ce soir-là, Grace marchait sans boiter, sans béquille. Je l'ai regardée, fière. Elle et moi. On avait guéri bien plus que sa jambe. On avait réparé notre estime de nous-mêmes. Notre idée de ce qu'est une vraie famille. Oui, ce qu'on avait vécu avait été douloureux. Mais ça nous avait forcés à ouvrir les yeux. Et grâce à ça, on était devenus plus fortes. Pas à cause de l'absence de mes parents et de Jason.
Mais grâce à cette absence, 6 mois après que Grace s'est cassé la jambe, notre vie avait trouvé un nouvel équilibre. Sa guérison physique se passait bien. Le retrait de la tige s'était fait sans problème. Il ne restait qu'une fine cicatrice sur sa jambe. Elle était retournée au football. Son entraîneur l'avait d'abord fait revenir doucement, avec des séances adaptées. Mais elle était bientôt prête à rejouer normalement. La guérison émotionnelle, elle, a pris plus de temps. Grace faisait encore parfois des cauchemars. Elle rêvait qu'elle était seule et blessée dans la forêt. Certains sons, certaines odeurs, comme celle des pins, ou même le bruit des lettres de Scrabble sur la table, pouvaient la ramener à ce week-end terrible. Mais avec le temps et la thérapie, ces moments devenaient plus rares et moins violents. Moi, de mon côté, j'ai dû réapprendre à vivre. Toute ma vie, j'avais été conditionné à me justifier, à me sentir coupable, à m'excuser pour exister. Rompre avec ces réflexes m'a demandé beaucoup d'efforts. Mais c'était nécessaire. Mes parents n'avaient pas totalement abandonné. Toutes les quelques semaines, on recevait une carte pour Grace. Toujours joyeuse. Toujours sans un mot sur ce qu'ils avaient fait. Signée avec amour, mamie et papy. Je laissais Grace décider si elle voulait la lire. En général, elle le faisait. Un jour, elle a regardé une carte d'anniversaire non ouverte. Tu sais, ils ne comprennent toujours pas, hein. Non, ma chérie. Ils croient peut-être qu'ils peuvent juste faire comme si rien ne s'était passé. Certaines personnes ne savent juste pas reconnaître qu'elles ont blessé quelqu'un, ai-je expliqué. Parce que ça les obligerait à admettre qu'elles ont eu tort. Grace a eu l'air triste. C'est triste, ça. Ça doit être horrible de ne jamais savoir dire qu'on est désolé. Jason, lui, avait totalement tourné la page. D'après ma tante Eleanor, il racontait à la famille élargie que j'avais des problèmes mentaux et que j'avais coupé les ponts sans aucune raison. Mais très peu de gens le croyaient. Surtout après qu'Eleanor ait expliqué discrètement ce qui s'était vraiment passé. Cela dit, je m'en fichais. Le fait que Jason refuse de reconnaître sa responsabilité ne faisait que confirmer qu'on était mieux sans lui. Les tentatives de contact les plus insistantes venaient de ma mère. Elle laissait des messages à des amis communs, envoyait des lettres à mon école, et avait même essayé de parler à l'entraîneur de football de Grace pendant un match. Heureusement, l'entraîneur connaissait l'histoire, et a refusé poliment mais fermement de se mêler de ça. Dans ses messages, ma mère disait toujours la même chose. Tu nous manques. On t'aime. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Ne peut-on pas juste oublier cette histoire? Mais jamais elle n'a reconnu ce qu'ils avaient fait. Jamais elle n'a présenté de vraies excuses. J'ai tenu bon. Les lettres juridiques avaient servi. Ils ne sont pas venus chez nous. Ils n'ont pas contacté Grace directement. Mais la pression émotionnelle continuait. Avec eux qui se présentaient comme les victimes. À qui voulait bien les écouter. Dans mon groupe de soutien, j'ai appris que cette tactique avait un nom. Les raisons manquantes. C'est quand des parents ne comprennent pas pourquoi leur enfant les coupe. Parce que pour cela, il faudrait qu'ils admettent qu'ils ont causé du mal. Et leur image d'eux-mêmes ne peut pas l'accepter. Comprendre cela ne rendait pas les choses faciles. Mais ça m'a aidé à arrêter d'attendre quelque chose qui n'arriverait jamais. Je ne pensais plus qu'un jour, il y aurait une grande scène de pardon. Des larmes, des câlins, une famille réunie. Je me suis mise à construire une vie, où je n'avais pas besoin de ce pardon pour être heureuse. Grace et moi avons créé de nouvelles traditions. Au lieu de passer les fêtes dans la maison froide de mes parents, on faisait de petits repas à la maison avec nos amis. Pour Thanksgiving, on a été bénévole dans un refuge, avant de manger avec Mélisa et sa famille. Pour Noël, on est allés juste toutes les deux, dans un petit hôtel de ski. Ma tante Eleanor est restée notre lien familial le plus fort. Elle venait souvent, et nous racontait des histoires sur mes grands-parents, ce qui permettait à Grace de garder un lien avec son histoire, sans la toxicité. Le plus surprenant, ça a été mon rapport avec Mark. Notre divorce avait été cordial mais distant. Il poursuivait sa carrière à l'autre bout du pays. Et moi, j'élevais Grace seul. Mais après l'accident, il a commencé à être plus présent. Il appelait Grace plus souvent, venait la voir quand il pouvait, et aidait financièrement, au-delà de ce qu'il devait verser. J'aurais dû être plus là, m'a-t-il dit un jour. Voir ce que tes parents ont fait à Grace m'a fait comprendre que moi aussi je l'avais laissé tomber, mais d'une autre manière. Sa sincérité et sa volonté de changer étaient tout l'opposé de mes parents.
Ce n'était pas une réconciliation amoureuse. Nous étions mieux comme parents que comme couple. Mais c'était une forme de guérison familiale. Et Grace, elle m'étonnait chaque jour. Elle vivait sa rééducation avec force. Elle se plaignait rarement. Malgré la douleur. Elle parlait de ce qu'elle avait ressenti. De ce que mes parents lui avaient fait. Avec une maturité incroyable. Tu sais ce qui est bizarre, maman, m'a-t-elle dit un soir. Pendant qu'on promenait le chien du voisin. Une activité devenue partie de son exercice. Je pense que j'ai plus appris d'eux maintenant qu'ils ne sont plus dans nos vies. Que quand ils y étaient. Comment ça, lui ai-je demandé. J'ai appris le genre de personne que je ne veux pas devenir. Quelqu'un qui ne reconnaît jamais ses erreurs. Quelqu'un qui préfère sauver les apparences. Plutôt que d'écouter ce que les gens ressentent. Quelqu'un qui rabaisse les autres pour se sentir plus fort. Sa réponse m'a laissé sans voix. C'est une sacrée leçon, Grace. Et aussi, a-t-elle ajouté, quand quelqu'un te montre qui il est vraiment, il faut le croire dès la première fois. Ce n'est pas ce que dit Maya Angelou. J'ai souri. Oui, c'est exactement ça. Et elle avait complètement raison. L'année scolaire s'est terminée avec Grace dans le top 10 de sa classe. Elle a gagné un prix pour un projet d'art sur le thème. Grandir, c'est apprendre à choisir ce qu'on garde et ce qu'on laisse. Quand je suis allé voir son œuvre exposée dans le hall de l'école, j'ai eu les larmes aux yeux. Elle avait dessiné une forêt sombre, inquiétante, avec une silhouette blessée au milieu. Mais sur le côté, une autre scène montrait cette même silhouette, sortant de la forêt, soutenue par une autre personne, et marchant vers une lumière chaude, avec des fleurs et du ciel bleu. Elle avait intitulé son œuvre « Maman m'a porté vers la lumière ». Je n'avais jamais été aussi fier. Cet été-là, on a fait un voyage qu'on repoussait depuis longtemps. New York. C'était bruyant, chaotique, coloré, et totalement différent de tout ce qu'on connaissait. Grace a voulu voir une comédie musicale à Broadway. On a eu des billets bon marché pour le Roi Lion. Et elle a pleuré pendant la chanson « L'amour brille sous les étoiles ». En marchant dans Central Park, elle m'a pris la main et a dit « Je me sens libre ici, comme si je pouvais devenir n'importe qui ». Je lui ai souri. « Tu peux, ma chérie. Tu peux être exactement qui tu veux. » Un jour, assise à une terrasse, elle a regardé les gens passer avec attention. Puis elle m'a demandé « Maman, est-ce que tu crois que papy et mamie peuvent un jour comprendre? Peut-être qu'ils réfléchissent en ce moment? Qu'ils se disent qu'ils ont été méchants. » J'ai réfléchi. Peut-être. Mais ce n'est pas à toi d'attendre qu'ils changent. Et ce n'est pas à toi de les réparer. Grace a hoché la tête. Alors je vais continuer sans eux. Je ne veux pas que leur silence décide de ma vie. L'été s'est passé trop vite. Puis la rentrée est arrivée. Grace est entrée en 5e. Pleine d'assurance. Elle boitait encore un tout petit peu. Quand elle était fatiguée. Mais elle courait, sautait, jouait. Elle vivait pleinement. Moi, j'ai repris le travail à plein temps. Avec une nouvelle énergie. J'avais moins peur de dire ce que je pensais. Moins besoin de me justifier. J'avais appris que ce n'est pas être faible que de poser des limites. C'est au contraire une grande force. Un soir, plusieurs mois plus tard, j'ai reçu une lettre. Pas de mes parents. Pas de Jason. Mais d'une cousine, que je n'avais pas vue depuis des années. Elle disait avoir entendu parler de notre rupture familiale. Et voulait comprendre ce qu'il s'était passé. Elle disait aussi qu'elle avait toujours trouvé bizarre la façon dont mes parents m'avaient traité, même enfant. Je ne veux pas prendre parti, écrivait-elle. Mais je pense que tu as fait ce qu'il fallait pour ta fille. Et je t'admire pour ça. J'ai relu sa lettre plusieurs fois. Elle n'effaçait rien. Mais elle m'a rappelé que même au sein d'une famille compliquée, il y a des voix qui veulent comprendre. Qui voient les choses. Et parfois, ça suffit. Quelques jours après, Grace et moi avons organisé un pique-nique dans un parc. C'était une belle journée d'automne. Les feuilles tombaient doucement. On s'est allongé dans l'herbe. Les yeux tournés vers le ciel. Tu crois qu'on est une vraie famille quand même? M'a demandé Grace. Pourquoi tu poses cette question? Parce qu'on n'est que deux. Et parfois, à l'école, les gens disent ta famille. Et ils parlent de papy, mamie, cousin. Je me suis tourné vers elle. Une vraie famille, c'est là où il y a de l'amour, du respect et de la sécurité. Et on a tout ça ici, toi et moi. Grace a souri. Alors oui, on est une vraie famille. Cette nuit-là,
Après que Grace se soit endormie, je me suis assise seule dans le salon. J'ai repensé à tout ce qu'on avait traversé. La forêt, la douleur, la colère, le silence, la coupure, et enfin, la paix. Je n'avais plus de rancune, plus de désir de vengeance, juste une profonde clarté. Mes parents et Jason n'avaient pas changé. Peut-être qu'ils ne changeraient jamais. Mais moi, j'avais changé. Et c'est tout ce qui comptait. J'ai pris un vieux cadre photo dans un tiroir. À l'intérieur, une photo de famille. Moi petite, avec mes parents et Jason. Je l'ai regardé longtemps. Puis je l'ai sorti du cadre. Et à la place, j'y ai mis une photo de Grace et moi, prise à New York, souriante devant un taxi jaune. Je l'ai posée sur la table de nuit. C'était ça, ma famille. Simple, solide, vraie. Pas parfaite, mais réelle. Et surtout, libre.